Bonjour tout le monde et bienvenue à la dernière séance de notre module Système Lean. Cette séance sera consacrée pour l'élaboration de ce qu'on appelle la cartographie des flux de valeur ou bien la VSM, Value Stream Mapping. Le plan de ce webinaire sera suivi. Je vais commencer par introduire ce qu'on appelle la chaîne de valeur d'un produit ou d'une ligne de production et sa relation avec la VSM. On va essayer ensemble à répondre à la question qu'est-ce que la VSM, c'est quoi le Value Stream Mapping? Je vais par la suite lier la notion de VSM à des notions utiles que vous connaissez déjà, mais on va rappeler quand même des définitions parce que c'est étroitement lié à la notion de VSM, à savoir la valeur ajoutée et par conséquent la non-valeur ajoutée et la non-valeur ajoutée essentielle. Le Gemba, qu'est-ce qu'on appelle processus rigoureusement? C'est quoi une contrainte dans une ligne de production et c'est pas un goulot d'étranglement. Je vais vous présenter par la suite les pictogrammes utilisés pour présenter le VSN et le VST, puisque vous allez voir que c'est une représentation visuelle du processus. Et je vais vous rappeler à plusieurs reprises que le VSN, la première étape à tracer, à élaborer, à construire, et on a la VST ou bien la VSM future. On va mettre l'accent surtout sur le VSM et je vais vous dire par la suite comment on obtient le VSD ou Value Stream Design pour D, le VSM futur, à partir du VSM présent, actuel. Je vais présenter par la suite un exemple de VSM et un exemple près de VSM déjà élaboré et on va essayer de construire ensemble une VSM. Bon, nous aurons un exemple déjà construit, mais je vais vous le détailler pour comprendre comment élaborer ou construire une VSM. Lorsqu'on parle d'une réalisation, d'une exécution, d'un bien ou d'un service, on doit forcément parler de ce qu'on appelle la chaîne de valeur. C'est quoi la chaîne de valeur? C'est une description de l'ensemble de toutes les activités, de toutes les actions, que ce soit à valeur ajoutée, à non-valeur ajoutée ou à non-valeur ajoutée essentielle qu'on doit effectuer ou réaliser sur une matière première d'entrée pour avoir un produit fini. Et donc, c'est toutes les étapes, tous les processus qui va être en contact avec cette matière première d'entrée pour avoir un produit fini. On doit toujours décrire la chaîne de valeur de tout produit et tout service. Je rappelle que ce qu'on appelle valeur ajoutée, c'est tout ce qui engendre une transformation d'une matière première et qui est payée par le client. C'est ce que le client demande, ce que le client est prêt à payer. La non-valeur ajoutée, ce sont les gaspillages, ce sont les mudas qu'on cherche à éviter en appliquant les outils linéaires. Et la non-valeur ajoutée essentielle, ce sont les activités ou les étapes qui n'ont pas de valeur ajoutée, c'est-à-dire qui n'ont pas de transformation sur la matière ou bien que le client ne paye pas, mais qui ne peuvent pas être éliminées du processus. Comme par exemple le contrôle qualité si l'entreprise est certifiée, comme par exemple les mesures de sécurité, etc. Le Value Stream Mapping ou le VSM est appelé aussi, même en français, Material and Information Flow Analysis. C'est une cartographie qui va représenter le flux physique et le flux matériel d'un atelier ou d'un processus donné, d'une chaîne de valeur, dans un objectif d'analyser et, par conséquent, d'améliorer une situation actuelle. Donc, c'est une représentation de flux matériel, physique et de flux d'informations et une analyse. Ça permet une analyse visuelle puisque vous allez voir que c'est une représentation par des pictogrammes ou par des symboles.
C'est bien évidemment un outil du lean manufacturing qui optimise ou qui minimise les gaspillages, qui optimise, maximise la valeur ajoutée et qui permet d'optimiser le processus de production et de réfléchir, on dit, comment on peut organiser d'une meilleure façon la chaîne de production et le système de service. Donc, c'est une représentation graphique de flux physique et matériel. C'est un outil pour réduction de gaspillage et ça permet de représenter la chaîne de valeur sous forme de symbole. La VSM a été développée par Toyota, comme la majorité des outils Lean, dans les années 80, c'est assez récent par rapport aux autres outils, et ça a été popularisé par un livre appelé Learning to See. C'est un livre, c'est le livre de référence de la VSM, et Et c'est grâce à ce livre que cet outil est devenu l'outil primordial, l'outil principal du diagnostic des processus. Et le livre, son nom, c'est Learning to See. Et donc, la VSM, elle est basée sur une vision. On doit tout voir avant de tracer. C'est-à-dire, on ne doit pas se baser sur des données historiques. On ne doit pas se baser sur des données qui ont été apportées par quelqu'un d'autre. On doit être in Gemba et voir. Pourquoi on doit apprendre tout d'abord à être in situ, c'est-à-dire ne pas attendre dans un bureau des informations ou chercher dans les livres des informations. Donc, on doit avoir une présence au Gemba sur le site et on doit avoir une vision globale de la chaîne de production. C'est-à-dire quoi une vision globale? C'est-à-dire qu'on ne doit pas focaliser sur les processus individuels. On doit avoir une vue d'ensemble. On doit voir aussi le fonctionnement actuel du processus, c'est-à-dire on ne doit pas tracer dans une VSM mon objectif. Je dois tracer ce que je trouve dans le Gemba, ce que je trouve sur le site. Donc, avoir une vision globale à partir de visites sur le site et tracer un fonctionnement actuel, un état actuel du fonctionnement de la ligne de production si je suis en train de cartographier une ligne de production. On doit voir les liens entre les flux d'informations et le flux de matière. C'est-à-dire je ne dois pas schématiser sur papier. Je dois observer, puis traduire ce que j'ai observé sur la VSM. Et on doit voir aussi, non pas les gaspillages uniquement, mais les sources de gaspillage. C'est-à-dire, il s'agit d'observer, de voir, oui, comme le nom du livre l'indique, learning, si, ok, mais il faut quand même analyser. C'est-à-dire, on ne doit pas se contenter au gaspillage euh, remarqué, voilà, observé, mais on doit chercher les sources de ces gaspillages-là pour ensuite établir dans un langage commun, il y a des pictogrammes et des symboles à utiliser, les améliorations continues qui vont apporter des améliorations sur l'ensemble du processus et non pas sur un processus particulier. Et le résultat de cette cartographie, la représentation de la VSM actuelle, l'analyse des sources de gaspillage et les améliorations proposées sera la VSD, le Value Stream Design, ou VSM futur, qui est la dernière étape, l'avant-dernière étape de, du chantier VSM, si vous voulez, du diagnostic par l'outil VSM. Donc, on représente globalement les flux physiques et informationnels. C'est un outil qui permet surtout une identification des activités de la chaîne de valeur. Ça va détailler la chaîne de valeur. C'est un outil pour faciliter la représentation des activités dans une chaîne de valeur et par la suite détecter les gaspillages. Son objectif principal, c'est de satisfaire ce qu'on appelle des exigences critiques des clients.
c'est un terme réservé pour le value stream mapping, c'est exigences ECC, on les appelle parfois ECC, c'est les exigences critiques des clients qui sont déterminées comme une première étape. Non, on ne va pas entrer trop dans les détails de la détermination des exigences critiques des clients, mais c'est une étape primordiale si vous êtes appelé à mener un chantier réel de VSM. Donc, c'est un terme à savoir aussi. Et l'objectif, une fois les exigences critiques du client sont déterminées, c'est éliminer les non-valeurs ajoutées et réduire au maximum les non-valeurs ajoutées essentielles, puisque les NVE ne peuvent jamais être annulés. Donc, l'objectif global, les objectifs globaux de la VSM, c'est de éliminer le plus possible, bien évidemment, les activités à non-valeur ajoutée et réduire au maximum les NVE. Et donc, avoir un flux matériel et informationnel le plus optimal, le plus possible optimal, voilà, optimal le plus possible. Donc, optimiser au maximum le flux matériel et le flux informationnel en faisant quoi? En minimisant d'une part le nombre d'interfaces entre les différents collaborateurs sur la chaîne logistique et en minimisant les tâches à non-valeur ajoutée, voire les annuler dans un cas idéal. Deuxième objectif global, c'est d'assurer une cohérence entre les différents processus de la ligne de production. C'est l'aspect global qui s'impose ici. C'est l'aspect global de la VSM qui s'impose et donc on ne doit pas focaliser sur une seule composante de la chaîne de valeur, mais assurer une cohérence et une optimisation de toute la chaîne de valeur. Même si je vais négliger, voilà, je vais sous-estimer, voilà, surcharger un poste de travail et avec un objectif global d'amélioration globale du pourcentage à valeur ajoutée de toute la chaîne de valeur, on peut se permettre à faire ça. Si on veut améliorer un processus en particulier, il y a d'autres outils à utiliser, mais pas la VSM. Pour pouvoir élaborer une VSM, on doit préciser quelques notions de base qui sont très utilisées dans un chantier VSM. La première notion à clarifier, c'est ce qu'on appelle processus. Vous connaissez tous qu'est-ce qu'un processus, mais pour VSM, pour dire que j'ai un processus, vous allez voir que c'est un mot-clé pour la VSM. Pour bien décrire, pour avoir un processus décrit, je dois avoir 3 paramètres. Je dois avoir les inputs, les outputs et l'ensemble des étapes ou la série des activités avec l'ordre de ces activités-là. Donc, c'est une série d'activités organisées où on a un ensemble d'inputs qui vont être transformés ou assemblés, c'est-à-dire ils vont subir, ils vont avoir une valeur ajoutée supplémentaire, que ce soit par transformation ou par assemblage, pour produire un produit fini qu'on appelle output, toujours dans un objectif de satisfaire une demande de client. Donc, dans le graphe que vous voyez ici, les étapes du processus vont de 1 à 7. Deuxième notion, c'est la notion de contrainte. Ici, sur le même graphe, nous avons 3 contraintes. Et les étapes de processus en rouge. Par définition, une contrainte, c'est une activité qui a un temps de cycle qui dépasse le tactile. Allez, je contrains parce que ça empêche la réalisation de l'objectif de satisfaire le client, puisque le tactile, je vous rappelle, c'est le rythme avec lequel on doit produire pour ne pas avoir de retard de livraison, pour satisfaire le client. Et donc, une contrainte, c'est une activité, dans notre cas, c'est une activité dans le temps du cycle
ne permet pas au système de satisfaire la demande, c'est-à-dire un temps de cycle qui dépasse le takt time. Un cas particulier de contrainte, c'est ce qu'on appelle le goulot ou goulet d'étranglement. Le goulot d'étranglement, c'est par définition le poste qui définit la capacité de la ligne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le poste qui a le temps de cycle ou le temps de traitement ou le temps opératoire le plus long. Dans notre cas, c'est le poste 4. C'est la deuxième contrainte qui est le poste goulot. Sa présence génère bien évidemment des gaspillages qui peuvent être sous forme de temps d'attente ou de stock. Et les causes de ce goulot d'étranglement peuvent être d'origine technique, peuvent être d'origine organisationnelle ou d'origine humaine, liée par exemple à la motivation et le stress. Technique, c'est clair, c'est la capacité propre intrinsèque à l'équipement. Ça peut être causé par une panne, ça peut être causé par un temps d'arrêt pour maintenance, par un pourcentage de défaut, un pourcentage augmenté de défauts, etc. L'organisationnel, c'est lié peut-être à un manque de personnel. Il y a des absentéismes qui ne sont pas prévus. Ça peut être pour un temps de changement de série, ça peut être pour une rupture de stock d'une pièce de rechange, etc. Et dans tous les cas, ça engendre un goulot d'étranglement, c'est-à-dire un goulot dans le cas général, mais on peut l'appeler aussi goulot d'étranglement, qui est une contrainte qui empêche la satisfaction de la demande client et qui a le temps de cycle le plus élevé, c'est-à-dire c'est ce poste-là, dans notre cas, le poste 4, qui va conditionner la production. C'est-à-dire, je vais produire au rythme du poste goulot. Si je veux absolument, évidemment, améliorer la production de la ligne, je vais jouer sur le goulot. C'est-à-dire, si j'augmente la capacité de goulot, je me rends d'un processus de point de vue global pour représenter les opérations physiques et informationnelles. Et donc, la représentation schématique de la VSM est quand vous la voyez devant vous. Une chaîne de valeur représentée, ça commence à partir du fournisseur, ça se termine au client, fournisseur avec les produits, les matières premières, client avec les produits finis, et je vais représenter les processus de l'entreprise avec les communications entre les différents flux. D'accord? D'ailleurs, grosso modo, c'est que une VSM. L'objectif de la VSM, on va commenter à gauche, bien évidemment, à tracer Current State. Généralement, on appelle VSM CS, Current State. C'est le VSM actuel. On représente des flux, généralement, ce ne sont pas des flux organisés, il y a des chevauchements, il y a des croisements de flux. On ajoute, on va voir, il y a un pilote ou un responsable de la VSM et on utilise les outils Lean ou les bases du Lean pour avoir un VSD ou un VSM futur. C'est le principe général et les deux VSM ont cette configuration. La différence, vous allez voir, il y a des symboles qui ne sont utilisés que pour le VSD, que pour la VSM future. Le principe est le même. C'est un VSM actuel, une VSM actuelle, analyser cette VSM, proposer des améliorations ou imaginer quelles sont les améliorations qui peuvent être apportées sur cette VSM, puis tracer VSM future et mettre en œuvre les propositions. Le pictogramme utilisé pour la VSM, bon, il y a des dizaines de pictogrammes qui peuvent être utilisés, mais les plus utilisés sont les suivantes. Les symboles les plus utilisés sont les suivants. Donc, il y a des pictogrammes qui sont utilisés uniquement pour la VSM, c'est-à-dire VSM actuelle, et il y a des pictogrammes qui sont utilisés pour VSM futur. Pour le moment,
Je vous demande d'admettre qu'il y a des symboles, qu'il y a des pictogrammes qui sont utilisés pour représenter le VSM. Bad, en avançant un tout petit peu dans le cours, vous allez être capable de faire la différence entre les symboles utilisés pour le VSM actuel et les symboles qui ne peuvent être utilisés que pour la VSM future. Je vous explique quelques symboles qui sont les plus utilisés pour les représentations des VSM. Est-ce que vous voyez le curseur? Quelqu'un me confirme qu'il voit le curseur, s'il vous plaît? Vous Oui, êtes là? madame. Mhm. D'accord. Donc, on dit une source extérieure. Dans le cas général, pour nous, la source extérieure, ça peut être ou bien un fournisseur ou bien un client. Lorsqu'on représente une VSM, on va y arriver un peu plus tard, on peut représenter VSM de toute une ligne de production, un processus. Je peux représenter VSM d'un produit ou d'une famille de produits. C'est-à-dire, je peux avoir une VSM sur une ligne de production interne et donc le fournisseur sera, par exemple, à notre atelier et le client peut être aussi le magasin produit fini. Kima, je peux représenter la VSM de toute ma chaîne logistique, c'est-à-dire depuis le fournisseur qui est à l'étranger, qui n'est pas en Tunisie, jusqu'au client qui est aux États-Unis, par exemple. Donc, j'ai toutes les possibilités de présentation des VSM. Dans tous les cas, pour présenter un client ou un fournisseur, j'utilise ce symbole-là. Je peux aussi vous parler de processus. Toute chaîne de valeur a forcément plusieurs processus. Donc, pour présenter un processus, deux rectangles, le nom du processus en haut et une description. On va voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans le rectangle en bas. Je dois aussi utiliser une boîte de données. Je peux mettre dans cette boîte de données un temps de cycle, un takt time, un changeover, un temps de changement. Je peux mettre un nombre de pièces défectueuses, un pourcentage de mauvaise qualité. Je peux mettre toute information qui peut assurer l'objectif qui peut évaluer dans un premier temps l'objectif de l'élaboration de ma VSM. Cette flèche-là montre une production en flux poussé, des déplacements par une flèche vide. Si j'ai une consultation de planning, j'utilise des lunettes, par exemple. Si je vais utiliser Kaizen, si je vais appliquer un chantier Kaizen, j'utilise ce symbole-là. Le stock, il est représenté par un triangle. Je ne vois pas le triangle, mais généralement, le stock, il est représenté par il est représenté par un triangle. Le stock, il est en cours. Je peux mettre un triangle, tout simplement, je peux ajouter des informations par rapport au nombre de jours de stockage, par exemple. Et dès qu'on dit un opérateur, j'utilise ce symbole-là. Pour représenter l'axe de temps, j'utilise ces deux symboles-là. Si j'utilise un stock de sécurité, si j'utilise un Kanban, par exemple, Kanban. Voilà les symboles en relation avec Kanban. Ici aussi, si j'ai une règle de priorité FIFO, si j'ai un calendrier, cette flèche-là signale une information électronique. La flèche droite montre une information transmise manuellement. Donc, il y a des symboles qui sont très utilisés, il y a des symboles qui sont rarement utilisés, dépendamment de la VSM qu'on veut représenter. Il y en a pour l'expédition. Si j'ai une expédition par camion, par avion, il y a des navires aussi, voilà. Il y a des expéditions par des bateaux, on peut utiliser cette représentation-là. Donc, ce qu'on va faire, si on veut représenter UVSM, on va voir les détails des étapes, mais grosso modo, je dois collecter toutes mes données et représenter
à sélectionner des symboles, les représenter sous forme d'une cartographie, avec bien évidemment les données chiffrées, les données numériques. Je vous rappelle et j'insiste sur le fait que ce n'est pas uniquement ces symboles qui sont utilisés. Il y en a plein d'autres symboles, mais ce sont les plus utilisés. On est par exemple un fax, mais généralement, les entreprises n'utilisent plus les fax. C'est plutôt des emails et des coups de téléphone. D'accord? Oui. Un exemple de VSM, un exemple concret de VSM. L'exemple aidé, c'est pris à partir du livre, c'est mon livre. Comment s'appelle le livre que je vous ai proposé tout à l'heure? Trying to see. Je dois me rappeler du livre. Voilà. Learning to see. C'est le livre de référence. Oui, c'est VSM, l'exemple sur lequel se base le livre, c'est un exemple qui a cette représentation de VSM. Et donc, si on veut balayer rapidement ce qui se trouve dans cette VSM, on a des fournisseurs avec un certain nombre de matières premières à fournir, le client avec des informations. Donc, comme je vous ai dit, on peut ajouter autant d'informations qu'on veut. On a une information sous forme électronique entre le client, le producteur et le fournisseur, et à l'intérieur de l'entreprise, on dit un flux informationnel manuel. Je peux aussi préciser la fréquence de l'échange. On dit un échange entre l'MRP et les différents processus. Ce sont les processus, pictogramme, comment représenter un processus. Donc, un processus avec mon processus, on a 2, 4, 6 process et la communication entre l'MRP et le process se fait hebdomadairement. Entre les postes au début de la ligne et ici, nous avons des stocks, I pour dire inventory. Donc, on dit des stocks avec un des deux types de stocks, par exemple, L et R. Ici, on dit un seul type de stock avec une durée de 5 jours. Mais on n'a pas précisé le jour. Donc, la première partie ici, c'est une partie sur le flux qui décrit le flux informationnel. Ça, c'est la description de l'information, de l'échange d'informations. La partie intermédiaire ici, c'est le flux physique, avec les processus, les stocks, les données sur chaque processus, les quantités stockées, etc. Et donc, le flux physique, c'est un flux interne avec aux extrémités des partenaires externes. Du côté gauche, on dit un partenaire externe qui est le fournisseur qui m'approvisionne par des camions. De même, pour le client, shipping, voilà, la livraison, le transport, se fait aussi par des camions. Donc, la partie intermédiaire, c'est la partie physique et la partie en bas ici, les axes, c'est la partie analyse. En haut, on dit ce qu'on appelle le lead time. C'est, comme vous voyez ici, on dit par exemple, pour ce stock-là, la durée de stockage de ce stock, de cette quantité, si vous voulez, c'est 26 jours. L'axe en bas, c'est le temps à valeur ajoutée. Et vous remarquez que ce temps-là, c'est lié, chaque temps de la partie basse de l'axe d'analyse, il est lié à un processus. C'est-à-dire que le premier processus, il a un temps à valeur ajoutée d'une seconde. Deuxième processus, il a un temps de valeur ajoutée un temps à valeur ajoutée de 38 secondes, etc., avec un total de 186 secondes. Et le lead time, c'est 23,5 jours. Donc, vous pouvez voir la différence ici entre le lead time et le processing time, c'est-à-dire le temps à valeur ajoutée et le lead time.
Si on calcule le pourcentage de temps à valeur ajoutée, c'est-à-dire l'efficience de la ligne, on va trouver que l'efficience, elle est entre 1 et 2 C'est 1 à 2 dans le cas général. Et donc, l'objectif, c'est de détecter les anomalies et les sources de gaspillage dans cette chaîne de valeur, de proposer des améliorations, de tracer la VSD et de mettre en place les améliorations proposées. Donc, ADS, c'est une VSM type qui est très utilisée pour l'explication de la VSM. Si vous êtes curieux pour avoir plus d'informations, pour avoir plus de détails, les informations ici sont beaucoup plus riches que je vous ai donné. Je vous recommande cette vidéo sur YouTube qui est un tutoriel pour décrire, pour faire apprendre aux gens comment lire une VSM. Et c'est une étape très importante. Même avant l'élaboration d'une VSM, je dois être capable de lire cette VSM. Parce que si j'arrive à bien interpréter, à bien voir les symboles, à bien analyser les flux, à bien analyser les flèches ici, rapidement, je vais être capable de tracer des VSM qui sont plus pertinentes, si vous voulez. Donc, si vous êtes curieux à avoir plus d'informations sur la lecture, sur l'interprétation et l'analyse de cette VSM, je vous recommande cette vidéo YouTube. Déjà, le monsieur qui va présenter la lecture, il a une chaîne YouTube qui est très riche et je vous la recommande fortement. D'accord? Donc, il y a un exemple de VSM. On va maintenant voir les grandes lignes de l'élaboration ou de la construction d'une VSM comme vous la voyez devant vous. Bien sûr, ça dépend du cas, mais en gros, j'ai cette représentation, une représentation comparable à cette VSM que vous voyez devant vous. Donc, je vais appliquer cette VSM. Comme je vous ai dit, je peux élaborer une VSM pour toute une ligne de production, pour une chaîne de valeur, c'est-à-dire pour un produit ou pour toute l'usine. Je peux avoir une VSM pour toute l'usine, sauf que je dois choisir un produit ou une famille de produits parce que une VSM, elle doit être spécifique ou bien à un produit ou à une famille de produits. Je vais revenir à la notion de famille de produits tout à l'heure. Comme je peux appliquer la VSM à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire avec tous mes fournisseurs et tous mes clients. Et là, l'objectif de l'optimisation est différent, bien évidemment. Qui peut élaborer la VSM? Dans le cas général, il y a un responsable de l'élaboration de cette cartographie avec une équipe qui doit, dans le cas général, être pluridisciplinaire. Parce que la VSM, elle prend en considération tous les processus, tous les flux informationnels, elle prend en considération le stock, l'approvisionnement, les MRP, les ERP si on a des ERP, qui au début de la présentation. Si j'ai un goulot, ce goulot même peut être même lié aux ressources humaines, à la gestion des ressources humaines, etc. Donc, un responsable, dans le cas général, le responsable de production, ça peut être un expert externe, ça peut être le responsable d'amélioration continue, ça peut être un ingénieur de la ligne de production et une équipe pluridisciplinaire. Comment elle va procéder cette équipe avec le chef de l'équipe? Ils doivent être Ingemba. Ils aiment dans le site où ils vont élaborer la VSM. Dans l'atelier objectif ou sujet de la VSM, ils doivent se déplacer entre les ateliers s'il s'agit d'une VSM, entre les différents ateliers, etc. Et puis, ils vont collecter des données. Et le plus important de la collecte de données, c'est réserver du temps pour vérifier ces données-là. C'est-à-dire, il ne suffit pas, par exemple, de chronométrer
et puis avoir la première valeur chronométrée. Il faut prendre du temps pour valider ces données, que ce soit validé par un historique, validé par des experts ou autres. D'accord? Une fois, nous avons été in situ, in Gemba et collecté les informations, on doit commencer à tracer un croquis de la VSM généralement ou bien en utilisant des crayons ou bien en utilisant des post-it. La pratique de l'élaboration de la VSM exige, c'est un mot assez exagéré un peu, mais dans le cas général, lorsqu'on va élaborer une VSM, on utilise ou bien des crayons ou bien des post-it pour avoir une flexibilité de modification des données puisque je suis dans le Gemba et je vais changer continuellement les informations. Donc, il y a une probabilité que les informations collectées varient. On doit bien sûr utiliser des données réelles du moment. On va cartographier l'état actuel et éviter les descriptions vagues du type normalement, habituellement, d'habitude on fait ça, d'habitude on fait pas ça, normalement ça se passe pas de cette manière, etc. On doit être rigoureux, avoir des descriptions smart, être capable de décrire d'une façon pragmatique une situation par des KPI SMART. Une remarque de comment faire les choses ici, parfois les experts tracent la VSM sur les cartes bleues, sur comme les plans bleus, pour avoir plus de réalité sur la représentation de la VSM, il utilise les cartes bleues. J'espère que ça s'appelle les cartes bleues, j'ai oublié le nom. Une deuxième remarque, j'ai oublié la deuxième remarque. J'ai oublié, je vais revenir à la remarque si je me rappelle par la suite. Et je vais maintenant rapidement insister de nouveau sur la collecte de données. Comment doit se faire la collecte de données? Elle doit être effectuée instantanément. On doit prendre le temps pour valider les informations et on doit ajuster continuellement les indicateurs de performance puisqu'on cherche un état actuel. C'est primordial pour avoir une VSM fiable à être utilisée. Les étapes de la construction de la VSM, en fait, c'est 13 étapes. Grosso modo, je peux le résumer en 6 étapes. On doit commencer par définir les produits sur lesquels on doit travailler. On va voir une technique de choix de ces produits-là, s'il s'agit d'une VSM produit. Aller sur le terrain et analyser les flux physiques du processus. Collecter pour chaque processus les informations nécessaires dépendamment de l'objectif fixé. Je peux par exemple collecter les temps de cycle, je peux collecter les encours et les stocks, je peux collecter les valeurs de l'efficience de l'historique, donc on a un historique et confronter cet historique-là à l'état actuel et par la suite, on va passer à l'élaboration de la VSM actuelle avec les flux physiques et le flux informationnel. On doit proposer une cartographie future avant l'implémentation des actions proposées. Choisir le produit, collecter les informations sur le terrain, tracer la VSM actuelle, proposer une VST ou VSM future et implémenter les actions proposées. Et bien, si on veut simplifier les étapes à suivre pour élaborer ou pour construire une VSM. Rigoureusement maintenant, je vais insérer ces étapes-là dans un processus global que vous allez trouver dans le livre. On doit commencer par, si vous vous rappelez, identifier ce qu'on appelle l'exigence critique du client.
Déjà, c'est toute une analyse à faire, c'est tout un chantier à offrir. On doit collecter ce qu'on appelle des données macroscopiques qui ne sont pas forcément liées au chantier VSM. Et puis, on va revenir à nos étapes, ou nos 6 étapes déjà citées ici. Donc, choisir le produit ou la famille de produits qui va représenter les autres produits dans la VSM. On doit parcourir les flux physiques et informationnels dans un premier temps sans collecter des données, dessiner les étapes en vrac, si vous voulez, les étapes du processus en vrac, et puis revenir pour collecter les informations. Si on veut rigoureusement appliquer la VSM, on doit suivre ces étapes-là. Déterminer les produits extérieurs et les flux et les produits extérieurs et intérieurs, c'est-à-dire par exemple les partenaires externes, les fournisseurs et les clients, on a déjà parlé de ça. Calculer le lead time, ou ce qu'on appelle le DEP, le délai d'exécution du processus, on va appeler ça le lead time, et calculer le pourcentage de temps à valeur ajoutée pour, par la suite, proposer la VSM future au VSD et implémenter les actions proposées. Donc, lesquelles vous allez mener un chantier dans une entreprise industrielle ou dans une entreprise de service, dans le cadre de votre projet de fin d'études, par exemple, vous devez suivre ces étapes-là. Valider les étapes une par une. Si vous avez un exercice simple d'application de la VSM, on peut se contenter à 6 étapes, et même moins que 6, c'est 4 étapes en fait, parce que le VSD, l'implémentation des actions proposées, ce sont des étapes qui suivent l'élaboration de la VSM. Donc, l'élaboration de la VSM, c'est principalement 4 étapes. Définir le produit, collecter les informations in Gemba et tracer la VSM. Et par la suite, on passe à la VSD et aux actions proposées. D'accord? On va maintenant prendre un exemple concret et voir comment on peut, et un exemple simple, je l'ai tout à l'heure du livre proposé, un exemple pour l'élaboration d'une VSM. Et la première étape, c'est le choix. C'est le choix d'une famille de produits représentatifs. Une matrice qu'on peut utiliser dans ce sens, c'est de mettre les produits dans les lignes, les processus dans les colonnes, de cocher pour chaque produit le processus qui entre dans la fabrication ou dans la production du produit. On fait ça pour chaque produit et par intersection à chaque process. Et on appelle famille de produits l'ensemble des produits qui ont au moins 80% des opérations en commun. Dans le cas général, on adopte le pourcentage de 80% d'opérations en commun pour dire que j'ai une famille de produits. Donc, si nous avons 80% de tâches communes entre les produits, on peut tracer une même VSM. Et ça, c'est la première étape. Sinon, on doit préciser le critère de choix, mais on peut choisir un seul produit et tracer VSM en se basant sur les données de ce produit-là. Puis, on a la détermination des flux physiques. Donc, c'est la partie intermédiaire avec un contour rouge. Je peux poser la question qui se rappelle de la description de cette partie intermédiaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de ce qui est présenté dans cette partie intermédiaire? Non. Oui. Donc, cette partie intermédiaire, elle est réservée pour la représentation des flux physiques. Je m'en à cette partie intermédiaire. Tout d'abord, les deux extrémités sont formées par les partenaires externes qui sont les fournisseurs et les clients. Le ou les clients. Je peux avoir plusieurs fournisseurs ou un seul, je peux avoir plusieurs clients. Par la suite, nous avons les processus. Je peux avoir un rectangle avec le nom du processus et c'est tout, et je m'arrête là. Et là, nous avons
4 processus. Sinon, je peux ajouter des informations. Ici, par exemple, on dit des opérateurs dans les processus. Le premier, j'ai 2 opérateurs. Pour le troisième, on dit 3 opérateurs. De même pour le quatrième. Troisième partie de la représentation du flux physique, partie où j'ai les données. Dans notre cas, on dit le temps du cycle égal à 2 minutes pour le premier processus. On dit le changeover time, le temps de changeover 60 minutes. Le uptime s'élève à 74%. Même informations sont disponibles pour les autres processus. Je peux enlever un indicateur si je n'ai pas besoin de cet indicateur-là et je dois ajouter d'autres indicateurs en cas de besoin. Je peux par exemple ajouter des indicateurs liés à la qualité si mon objectif est l'amélioration de la qualité. D'accord? L'information suivante dans cette représentation de VSS, ce sont les stocks. Ici, on dit un stock au début de la ligne, juste avant le premier poste. On dit un stock à la fin de la ligne, après le dernier poste d'assemblage et inspection. Et j'ai des encours entre les postes. Pour ce cas-là, par exemple, juste, j'ai signalé l'existence d'un stock avec la lettre I pour dire inventory. Pour ces deux cas-là, au début et à la fin de la ligne de production, il y a indication du nombre de jours de stockage. Et vous remarquez que ce même nombre de jours, il est écrit ici. On va revenir à la dernière partie. Et nous avons ici le type de production. Si vous utilisez cette flèche-là, c'est une production en flux poussé. Il y a des symboles pour le flux tiré, pour le flux en juste à temps aussi. Donc, dans notre cas, nous avons une production en flux poussé. Si vous revenez au pictogramme de la présentation de VSM, vous allez trouver que ce symbole ça signale l'application d'une production en flux poussé. Et finalement, nous avons la livraison, le shipping en utilisant des camions pour les deux cas. Bien évidemment, si nous utilisons des avions, si nous utilisons des bateaux, on met des bateaux. D'accord? Voilà pour les flux physiques et la partie intermédiaire de la VSM. Pour la gestion des flux, c'est la partie supérieure d'une VSM. Et là, nous avons entre le customer et la production un flux électronique, un échange d'informations électroniques, de même entre le producteur et le fournisseur, et pour les informations entre le contrôle de la production, le responsable de production et les différents processus, j'ai une communication manuelle ou verbale, peut-être la directe. Et bien sûr, nous avons la fréquence de communication. Pour le premier process, c'est hebdomadaire. Pour le deuxième process, c'est journalier. Pour le troisième process pour le troisième et quatrième process, c'est journalier aussi. Donc, c'est la troisième étape de construction de la VSM, qui est la représentation des flux informationnels. La dernière partie de la représentation de la VSM, c'est la partie de l'analyse. Et là, sur l'axe supérieur, on est le lead time avec un nombre de jours. On est 30, on est par exemple 8 jours, 12 jours, etc. Et à la fin de l'axe, je somme les différents temps du cycle en jour toujours. Sur l'axe en bas, le temps de cycle relatif à chaque processus, c'est le temps à valeur ajoutée. En minutes, c'est très bien. Dans le cas général, en secondes même. Value added, c'est le temps à value added time, c'est le temps à valeur ajoutée qui est égal à 17 minutes. Donc, si je veux calculer
l'efficience de la ligne, je vais diviser 17 minutes par 65 jours multiplié par le nombre de minutes, bien évidemment, et je vais trouver le pourcentage de valeur ajoutée pour la VSM actuelle. Si on revient vers les pictogrammes que je vous ai montrés, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de pictogrammes qui ne sont pas utilisés. Et c'est logique. Il y a des symboles qui ne sont utilisés que pour la VSD. Et il y a des symboles qui ne vont pas être utilisés pour notre cas. On peut rajouter des informations pour la VSD, on doit même rajouter des informations pour la VSD, mais pour une description actuelle, on n'a pas besoin de plus d'informations, donc on va s'arrêter. L'étape d'analyse continue en cherchant, d'une part, les défauts, les gaspillages, d'autre part, les sources de gaspillage. Donc, on doit chercher en même temps le gaspillage et les sources de gaspillage. Ce qui fait que je peux faire l'analyse en utilisant les types de gaspillage Team Wood. Qui peut me rappeler ce que le Team Wood? Les différents types de gaspillage Team Wood. C'est l'acronyme de quoi, Team Wood? T pour transport, I, inventory, M, movement, W, waiting, O, overproduction, overprocessing et defects. On peut ajouter une 8e MUDA pour la sous-estimation des skills du personnel. Et donc, les défauts, c'est les moyens pour analyser les MUDA, les wastes et améliorer le VSD. Le VSM, qu'est-ce que ça veut dire améliorer le VSM? En fait, c'est augmenter la valeur ajoutée et ou diminuer le lead time. C'est-à-dire, si j'arrive à diminuer le nombre de jours de stockage des encours, automatiquement, même si le processus, ou dans le cas général, le processus, je ne peux pas améliorer le processus continuellement. J'ai des postes de travail qui ont une cadence, une capacité bien déterminée. Donc, l'action la plus pertinente, c'est de minimiser le lead time. Qui fait je minimise le lead time? Le lead time, dans notre cas, je peux proposer des améliorations pour diminuer le stock, le nombre de jours de stock, augmenter la rotation de stock, par exemple, et proposer une VSM future au VSD. Comment proposer cette VSD? Il y a des chercheurs qui ont proposé 8 questions. Si vous répondez à ces 8 questions idéalement, mais à quelques-unes de ces questions-là, vous allez forcément arriver à identifier les sources de gaspillage et proposer des améliorations pour le VSM futur et la VSD. Donc, Doma, ce sont des questions conventionnellement utilisées pour l'élaboration de la VSD à partir de VSM élaboré, c'est 2003, l'année 2003. C'est une recherche qui a été menée par 2 chercheurs qui ont proposé une question de référence pour pouvoir élaborer la VSM future VSD. Je vous laisse le soin de lire et comprendre ces questions-là. Quels sont les symboles qui sont utilisés uniquement pour la VSD? Sont principalement les symboles en relation avec les améliorations. J'ai rajouté ce symbole, c'est un Kaizen. Généralement, on utilise la couleur jaune. Je peux utiliser une couleur blanche, mais dans le cas général, couleur jaune. Ce sont tous les symboles en relation avec la gestion de flux tirés, l'amélioration du dépôt de stockage, les files d'attente avec les informations à mettre dedans et tous les symboles en relation avec Kaizen.
avec le lissage aussi. إذا كان عندي un lissage, c'est la même chose. Hein. إذا كان عندي un lissage à faire, je dois utiliser ce symbole-là. Si j'ai un calendrier à mettre en place, un calendrier de travail à mettre en place, j'utilise un rectangle et j'écris à l'intérieur calendrier. Si j'ai un contrôle à faire, je mets les lunettes. Et عندي Kanban, je me Kanban spécifique, carte Kanban, je peux préciser s'il s'agit d'un prélèvement Kanban, etc. Un lot aussi. Déjà, si vous vous rappelez, lorsque nous avons eu le cours Kanban, j'ai utilisé les mêmes symboles. Donc, conventionnellement, ce sont les symboles utilisés par tous les outils. On dit les mêmes symboles utilisés par tous les outils. هنا, par exemple, ما حكيناش عليها tout à l'heure, on a un problème qualité. نحط un polygone avec Q à l'intérieur. Donc, je signale la présence d'un problème qualité. D'accord? Donc, le VSM l'a déjà élaboré. J'ajoute, par exemple, ici, un Kaizen. Je mets le symbole de Kaizen. Je vais avoir un Kanban ici. Je vais le symbole de Kanban. Et j'appelle ça VSM. Bien sûr, je dois mettre à jour l'axe de temps. Je dois mettre à jour les paramètres d'analyse. Lorsque je vais appliquer un indice flux poussé, si je vais imposer flux tiré ici, donc qu'est-ce qui va se passer? Je n'aurai plus de 10 jours de stockage. Donc ces 10 jours vont être, par exemple, 3. Et donc, 65, ça va être 65 moins 7, ça va être 58. Et l'efficience égale la valeur ajoutée sur la non-valeur ajoutée va obligatoirement augmenter rien que en imposant ici un flux tiré ou un système Kanban. Pour conclure, nous avons vu, Shofna, qu'est-ce qu'une chaîne de valeur? Quelle est la relation de cette chaîne de valeur avec la VSM? La VSM, c'est principalement une représentation de chaîne de valeur avec un objectif bien déterminé. Nous avons revenu sur quelques notions liées à la notion de VSM, proposer les pictogrammes qui peuvent être utilisés pour le VSM, la VSD. Je vais proposer un exemple avec un lien pour une vidéo qui est très recommandée pour bien comprendre ce qu'est une VSM. Et nous avons fini par un exemple d'élaboration, de construction de VSM. Je rappelle que la VSM, c'est un des outils du lean manufacturing, d'amélioration du lean manufacturing qui a pour objectif de, d'une part, diagnostiquer un état actuel, d'autre part, proposer des améliorations pour un état futur meilleur. Voilà ce que j'ai à vous dire pour le VSM. Pour l'étude de cas, est-ce que vous avez lu l'étude de cas? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il a au moins lu l'étude de cas que je vous ai partagée sur Classroom? Non. Oui. Donc, ce que je vous propose, bon, je sais que vous avez beaucoup de travail, mais il faut travailler choisir le VSM parce que c'est une notion très importante. Donc, je vais vous donner 48 heures pour m'envoyer sur Classroom une proposition de VSM sur l'étude de cas que je vous ai envoyée. D'accord? D'accord. Oui, madame. Donc, on a comme un devoir sur votre Classroom, l'étude de cas. C'est simple, là. Le cours, je vais partager bien évidemment le cours. Et l'exemple, le dernier exemple que je vous ai proposé, ou l'analogie. Donc, vous commencez par je connais le fournisseur, je connais le client, je connais les différents processus.
تحطوا les processus, comment les processus communiquent entre eux et comment ça communique avec le fournisseur et le client. Je dis à la fréquence, هنا ما احناش باش نكونوا in game pas, ما احناش باش نكونوا in situ, mais les informations, vous allez voir que les informations sont tellement détaillées que كأننا موجودين في l'entreprise, في وسط ce site, si vous voulez. Et vous avez par exemple, احنا نعرفوا اللي déjà, Marine Matakra, puisque vous avez des informations sur les processus ici, on a le temps du cycle, le changeover, on a le reliability, la fiabilité. Donc, on a avec le rectangle d'informations au-dessous du processus, je connais les informations, d'accord? Donc, essayez d'analyser. L'anglais, c'est très simple. Par exemple, ici, vous avez un MRP. Donc, lorsque je vais présenter le système d'information, c'est-à-dire la partie supérieure du système de la VSM, je dois mentionner quelque part que j'ai un MRP. Et il y a un symbole qui représente le PMP, qui représente le MRP. Shipping, ici, on dit shipping selon un mode bien déterminé. Je trouve ce mode-là. D'accord? D'accord? Donc, vous avez une description simple. L'anglais, c'est un anglais très, très simple. Déjà, le vocabulaire اللي نخدموا به في الكلاس فيه برشا anglais. حتى في les livres, ça utilise l'anglais aussi. Donc, vous essayez avec le VSM, تبعتوا لي vos essais ou je vais partager la correction avec vous. Un article comme la correction, une fois je reçois les essais. Premièrement, ça ne sert à rien انكم تاخذوا خدمة un autre étudiant تبعثوه لي. L'objectif مش اني je reçois une réponse. L'objectif انكم vous essayez. D'accord? اللي ما يحبش يلسي ما يحاول خير من اللي ياخذ خدمة حد آخر. D'accord? Je vous conseille bien sûr d'essayer de résoudre cet exercice. Et si vous n'avez pas de questions,